Michel Galli, bonjour, vous êtes professeur de géopolitique et vous avez coordonné un livre qui vient de paraître à la découverte, La guerre au Mali, enjeux et zones d'ombre. Le modèle de départ, c'était au fond qu'on vienne en appui de troupes africaines. Mais en janvier de cette année, 2013, on a été en quelque sorte obligé d'intervenir par la descente des djihadistes vers Bamako. Donc une fois que le territoire malien est reconquis, comme on a dit assez maladroitement d'ailleurs, il est bien évident que ces groupes, que ce soit Ansardine, Moujao, AQMI, se sont étendus, soit repliés en Libye, soit étendus par exemple au Niger, et ils ont passé des alliances avec par exemple Boko Haram du Nigeria, donc c'est un conflit qui est en expansion. Et la guerre est loin d'être finie. Mais dans l'opinion, on peut penser qu'une fois la moitié, peut-être un millier de djihadistes tués ou emprisonnés, la guerre au Mali est finie. Or, c'est une analyse assez sommaire parce que dans certaines zones, comme autour de Gao, ils ont un enracinement social et religieux. Et dans la capitale, environ 20% de la population est d'obédience wahhabite. Donc ils partagent au fond des valeurs religieuses avec ces combattants qui ne sont pas que des trafiquants de drogue, de cigarettes, d'otages, même s'ils le sont aussi. Oui, tout à fait. Et c'est là où peut-être les décisions n'ont pas été assez bien pesées. On a peut-être laissé les militaires l'emporter sur les diplomates, puisque le grand risque, c'est effectivement une diffusion, ce qu'on a pu appeler une guerre nomade qui s'étendrait de manière régionale, à commencer par le Niger, où il y a les riches gisements d'uranium d'Arlit, dont dépend la France à 30% environ, ce qui fait que les forces spéciales françaises sont déjà en train de le sécuriser. Et puis, donc, tout autour, on a vu l'attaque d'In Amenas en Algérie, on a vu de nouveau une violence renaissante en Libye. Il y a des liens, effectivement, avec le Burkina Faso, qui est un État quand même faible, avec une dictature de longue durée. Donc, il y a une déstabilisation menaçante, disons. Alors, l'idée, c'est que c'est mieux que rien, parce que le rien, c'est ce qu'il y a en ce moment, une sorte de gouvernement fantoche d'un président par intérim, Yokunda Traoré, qui n'a guère de légitimité. Son intérim, il est passé depuis longtemps, et donc c'est un peu la marionnette, il faut bien le dire, de la diplomatie française. Donc, par rapport à lui, il y a un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, qui ne veulent pas intervenir financièrement, aider le Mali. Donc, il leur faut à tout prix un gouvernement légitime. Et c'est ce que pense aussi François Hollande, que s'il y a un président malien élu, il pourra d'abord négocier avec lui, aider à reconstruire le pays et retirer l'armée française au profit d'une reconstruction de l'armée malienne et des forces africaines. Mais le paradoxe, c'est que plus on intervient, Hollande a dit qu'il serait intraitable, ce qui a suscité des réactions assez nationalistes à Bamako, intraitable sur la date. Donc plus on met le pays en quelque sorte sous tutelle, et moins les élections seront valables et le président légitime. Alors dans tout le pays, oui. On se pose encore le problème sur Kidal, cette ville du nord du pays, du nord-est, tenue par le MNLA, par les Touaregs, où d'ailleurs la situation en ce moment est en train de dégénérer entre les différentes factions. Il y a 4 armées, l'armée française, l'armée malienne ou ce qui en reste, la MINUSMA et donc les Touaregs. Donc, à part Kidal, ça se passera dans tout le pays avec beaucoup de difficultés, parce que c'est à la fois le ramadan et la saison des pluies, donc c'est un peu problématique, avec des listes incomplètes. Il y a environ 700 000 déplacés à l'intérieur du Mali et réfugiés à l'extérieur, en Mauritanie, au Burkina, au Niger, etc. Et les plus jeunes, ceux qui ont entre 18 et 20 ans, ne sont pas pris en compte par les listes électorales. Donc c'est une élection déjà partielle et tronquée. Alors malheureusement, ça rappelle un peu Mitterrand en 1980, il y a eu beaucoup d'espoir. Et puis je me souviens de livre Jean-François Bayard, La politique étrangère de François Mitterrand en Afrique. C'est quelque part la même chose. Entre la diplomatie militaire, beauté et casquet de Sarkozy et celle de Hollande, du point de vue des intéressés, il y a guère de différence. Certains parlent même de recolonisation à propos des 3 conflits dont vous parlez,
en 3 ans, Libye, Côte d'Ivoire et Mali. Et vous, qu'en pensez-vous? Oui, je serais assez partisan de cette analyse, à part que dans le cas malien, il y avait une urgence au moment où tous ces groupes d'un coup réunifiés descendaient vers la capitale Bamako et allaient conquérir un État au fond, et une capitale d'ailleurs où il y avait des milliers et des milliers de Français. Donc on a été en quelque sorte coincé, bien que du côté de l'Élysée ou du ministère de la Défense, on dise exactement le contraire, que c'était une hypothèse prévue depuis longtemps. Mais ça s'est passé, à mon sens, de manière assez accélérée. Donc on a été obligé, pour des motifs géopolitiques, d'intervenir, mais non pas pour soutenir tel ou tel homme politique, hein, comme par exemple Ouattara en Côte d'Ivoire, ni pour des intérêts de ressources de matières premières, par exemple. Alors, je pense que c'est un peu l'inverse, parce que les Américains tendent, c'est vrai, à nous tailler des croupières. Hein. Par exemple, ils ont aidé à l'intervention malienne, hein. Ils ont aidé l'armée française, l'opération Serval. La visite d'Obama au Sénégal. La visite d'Obama au Sénégal, ce qui prouve qu'effectivement, ils montent en puissance. Ils ont des drones qu'on n'a pas, mais pour autant, l'influence française est déterminante dans cette région et on agit en quelque sorte, peut-être pas comme supplétif ni sous-traitant, mais on agit à la place des Américains dans une zone où l'islamisme était menaçant.